Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, avec son opération Venezuela, Donald Trump inquiète au niveau international, mais agace aussi jusque dans son propre camp. Nous reviendrons ensuite sur les prétentions américaines vis-à-vis du Groenland dans la foulée de l'enlèvement du président Maduro. Et puis nous ferons ensuite le point sur la situation des agriculteurs en France alors qu'une manifestation se prépare. Pierre-Guillaume Mercadal répondra à nos questions. Donald Trump entre succès et rupture interne en entrant au Venezuela pour arrêter Nicolás Maduro et son épouse en dehors de tout cadre international. Le président américain inquiète ses partenaires et risque de perdre une partie de sa base. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Cuba semble au bord de l'implosion. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et le Danemark ne sera pas en mesure de nous le fournir. Nous suivons la situation de très près. Si l'Iran recommence à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils subiront une riposte très sévère de la part des États-Unis. Isolationniste en campagne, interventionniste durant son mandat. En l'espace de quelques minutes, le président américain Donald Trump a mis en garde Cuba, le Danemark et l'Iran, après avoir fait arrêter son homologue vénézuélien sous couvert de lutte contre le narcotrafic. Cette opération, baptisée Absolute Resolve, accentue l'imprévisibilité de Trump. En invoquant la sécurité nationale pour justifier l'accaparement des ressources vénézuéliennes, il ravive les craintes chez les voisins latino-américains. Le Mexique, la Colombie et Cuba se sentent menacés, Donald Trump ayant également évoqué des interventions similaires contre eux. Plus au nord, ces revendications réitérées sur le Groenland ont provoqué une réaction unie des Européens, d'autant que le Danemark, qui n'est pas un ennemi idéologique des États-Unis, est membre de l'OTAN, ce qui rendra un coup à la Maduro plus délicat. Sur ce point, les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont affirmé leur soutien au Danemark. Pas forcément rassurant pour l'État scandinave quand on sait le poids réel des États d'Europe occidentale face à Washington. L'ONU a de son côté condamné l'opération vénézuélienne comme une violation du droit international, sapant le principe de non-ingérence. Mais comme pour la Palestine, l'ONU demeure un spectateur dans le jeu international. Donald Trump rompt ainsi avec l'isolationnisme qui justifiait le désengagement américain dans le monde, notamment à travers l'USAID, les programmes d'aide internationale des États-Unis dans le monde. Par ailleurs, le président américain s'inscrit dans une certaine continuité avec ses prédécesseurs et notamment avec Joe Biden, sous la présidence de qui, déjà, la tête du président vénézuélien fut mise à prix. Mais si le virage trumpien avec l'affaire vénézuélienne ne le disqualifiera pas au niveau international, tant les États-Unis sont encore en position de force, il pourrait provoquer des difficultés auprès de sa base dite MAGA, pour Make America Great Again. En effet, Trump avait conquis le pouvoir dès 2016 sur la promesse d'un isolationnisme radical sous le slogan « America First », rejetant les guerres sans fin et les changements de régime à l'étranger. Or, en un an de second mandat, il a ordonné plus de frappes militaires que Joe Biden en 4 ans, du Yémen à l'Iran en passant par le Nigeria et maintenant au Venezuela, où une 60aine de personnes ont trouvé la mort, même si cet élément est bien souvent tu. Cette rupture, avec son isolationnisme historique troqué pour une version musclée de la doctrine Monroe et la fameuse domination américaine sur l'hémisphère occidental, déconcerte ses fidèles. Des figures comme Marjorie Taylor Greene, ancienne représentante des missionnaires républicaines, dénoncent une trahison claire et nette, accusant Trump de prioriser les intérêts des grandes compagnies pétrolières plutôt que le pouvoir d'achat des Américains. Steve Bannon, homme de l'ombre du précédent mandat, craint un fiasco à l'irakienne, tandis que le représentant Thomas Massie fustige un prétexte fallacieux autour du narcotrafic pour masquer une quête de pétrole. Même le vice-président J.D. Vance, néo-isolationniste, exprime des nuances tout en restant loyal, préservant ses ambitions pour 2028. Un sondage de fin 2025 pour The Economist YouGov montrait pourtant un soutien républicain à un renversement de Maduro. Les midterms de novembre pourraient tester le comportement de l'électorat, surtout avec l'inflation persistante et l'affaire Epstein qui érode la popularité de Donald Trump, âgé de bientôt 80 ans. Si une partie du camp républicain s'accommode bien d'une intervention qui pour l'heure est à moindre frais et s'apparente clairement, militairement, à un succès, la suite pourrait s'annoncer plus délicat puisque rien n'indique que le camp bolivarien perdrait demain des élections même sous contrôle international et rien n'indique que cette opération sera favorable au camp républicain pour les scrutins à venir.
Après le Venezuela, à qui le tour? Dès le début de son deuxième mandat, Donald Trump énonçait des ambitions territoriales avec le Canada, le canal de Panama et surtout le Groenland, un territoire autonome du Danemark. Depuis plusieurs jours, cette question revient sur le devant de la scène par Washington. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. À peine 48 heures après le kidnapping de Nicolás Maduro, les États-Unis ont déjà tourné leur regard vers d'autres cibles. Au choix sont évoqués le canal du Panama, l'Iran, Cuba ou le Groenland. Et c'est surtout vers le Groenland que les regards américains semblent tourner, notamment depuis qu'une proche de Donald Trump a publié sur Twitter une carte de l'île flanquée du drapeau américain. Une chose est certaine, on voit depuis quelque temps les médias américains faire des reportages sur les méfaits de la présence danoise au Groenland, et notamment les politiques passées de contraception forcée de la population autochtone du Groenland. Depuis le début de son second mandat, le président américain Donald Trump a énoncé plusieurs ambitions territoriales, y compris envers son voisin canadien. Et en novembre 2025, la publication de la stratégie de sécurité nationale a énoncé on ne peut plus clairement la velléité des États-Unis d'Amérique d'avoir une domination complète sur ce qu'ils appellent l'hémisphère ouest, c'est-à-dire les Amériques, réactualisant ainsi la doctrine Monroe, que Trump appelle même désormais la doctrine Donroe. Selon David Techer, spécialiste des États-Unis, les ambitions américaines sur le Groenland ne datent toutefois pas d'hier. L'affaire du Groenland est déjà une vieille histoire pour les États-Unis, puisque les premières propositions d'acquisition remontent déjà au 19e siècle. Et Trump en parlait déjà à son premier mandat. Au Groenland, les États-Unis ont déjà une base militaire là-bas. Les États-Unis, ils veulent redevenir puissants, autosuffisants, dominants face à la Russie, l'Inde et la Chine. C'est surtout l'accès au pôle Nord que Trump recherche, puisque avec l'Alaska, il cherche ainsi à concurrencer la Russie du Nord, la Russie au Nord, via le passage du Nord-Ouest. Alors maintenant, c'est vrai que sur les réseaux, dernièrement, on a vu ressurgir une vieille carte qui s'appelle TechNet of America, montrant le territoire que devraient dominer les États-Unis. Ce serait donc toute l'Amérique du Nord avec l'Amérique centrale. En fait, c'est une carte des années 30 où l'expansionnisme est en vogue et Trump semble se baser sur cette doctrine géopolitique du TechNet. Justement, dedans, on voit Cuba, la Colombie, le Venezuela, Panama, le Mexique, etc. Les dernières acquisitions territoriales des États-Unis, ce sont les îles du Pacifique Sud, après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les îles Mariannes et d'autres îles qui ont notamment été prises au Japon. Le dernier État admis, vraiment consacré en tant qu'État fédéré en tant que tel, c'est l'État d'Hawaï en 1959. Du point de vue juridique, est-ce que les États-Unis peuvent annexer un territoire? Eh bien, il y a une loi qui est possible sur le modèle du Panama Canal Repurchase Act qui vise à acquérir à nouveau le canal du Panama au nom des États-Unis, ni plus ni moins. Donc les États-Unis peuvent très bien créer une loi pour changer le statut territorial d'un territoire. Et de toute façon, quand on voit l'extraterritorialité du droit américain et l'illégalité du kidnapping d'un président, la loi n'est pas vraiment un obstacle pour les États-Unis. La question du Groenland met toutefois en confrontation directe les États-Unis et l'Europe, qui ne semble pas désireuse de voir les États-Unis s'emparer de ce territoire sous contrôle danois. Certains vont même jusqu'à dire que cela transformerait l'OTAN en pacte de Varsovie. Il est toutefois possible, mais pas certain, que la question du Groenland n'ait que pour objectif d'établir un rapport de force entre les États-Unis et l'Europe afin de faire de nouveau céder les Européens sur d'autres points de négociation. Alors c'est vrai que Trump, c'est un peu difficile de décrypter le vrai du faux de ce qu'il dit, puisqu'il a une communication qui est quand même assez brutale. En fait, il brouille volontairement les repères traditionnels. Avec le kidnapping de Maduro, les menaces à la Colombie, Cuba et Panama, en fait, là, ce qu'il donne, ce sont ses objectifs de 2026. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les midterms en vue d'ici 1 an. Donc en fait, ce que Trump cherche, c'est le buzz. Parce que le buzz, ça lui donne de la visibilité. En fait, Trump, dans ce sens-là, va se servir de la politique comme show de persuasion, et là je vous renvoie au livre, l'État spectacle. L'affaire du Groenland, en fait, n'est qu'une affaire parmi d'autres, puisque tout est négociable, en fait.
Brandir cette menace de prendre le Groenland au Danemark, c'est aussi possible pour une négociation, avoir un meilleur accès à la mer, mais aux ressources aussi. Donc ça, c'est possible que Trump agite ça pour une meilleure négociation. Tout est possible. Une autre hypothèse qu'évoquent d'autres analystes, les sujets de politique extérieure auraient aussi pour but de détourner l'attention de l'opinion publique américaine des affaires intérieures, notamment l'inflation et les difficultés de coût de la vie pour les citoyens américains, et par ailleurs l'embarrassante affaire Epstein, le tout à moins d'1 an des élections de mi-mandat. Mais au final, qu'importent les motivations du pouvoir américain d'agiter de nouveau la question du Groenland, difficile malgré tout de dire si cela ne reste que de la communication ou du bluff, ou si dans les mois à venir, les États-Unis entreprendront réellement les étapes permettant l'annexion de ce territoire. L'année 2026 vient à peine de commencer, mais elle s'annonce d'ores et déjà passionnante et périlleuse. L'agriculture française vend debout. Les tracteurs montent vers Paris pour réveiller le gouvernement alors que la signature de l'accord UE-Mercosur est imminente. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu multiplie les déclarations d'intention et les consultations sans effet. Renaud de Bourleuf. Les tracteurs en route vers Paris. Ce mardi, des convois d'agriculteurs ont lieu dans toute la France en direction de la capitale. L'enjeu, faire entendre leur colère et leur inquiétude alors que de nombreuses exploitations sont mises en danger à la fois par les abattages de troupeaux et la signature imminente de l'accord UE-Mercosur. Pendant ce temps, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente la carte de l'apaisement. Lundi, il a reçu les représentants des syndicats Jeunes Agriculteurs et Coordination Rurale. On est plutôt satisfait de constater que toute la nation et le gouvernement est aligné derrière nous, mais on restera mobilisé parce que c'est un sujet européen et que donc, si toutefois les États venaient à le signer, la Commission venait à le signer, on se mobiliserait auprès du Parlement européen. Oui, on montera. L'appel solennel, il est lancé ce soir à nos départements à monter parce qu'effectivement, on est face à un langage de sourds en face de nous. Donc voilà, on veut monter. Ce mardi, Sébastien Lecornu poursuit ses rendez-vous avec la Confédération paysanne et la FNSEA. Dimanche, le Premier ministre a adressé une lettre ouverte aux agriculteurs. Il leur disait comprendre leurs sentiments d'injustice profonde et appelait à la souveraineté alimentaire, affirmant avoir un cap et des mesures concrètes, comme la prise d'arrêté pour interdire l'importation en France de certains produits d'Amérique du Sud contenant des résidus de certaines substances interdites en Europe. Une mesure qui ne serait qu'une goutte d'eau dans les conséquences de l'accord de libre-échange au Mercosur sur l'élevage. De plus, cette mesure ne dépend pas de l'État français, mais de l'Union européenne. Preuve que le Premier ministre a pour seul objectif de casser le mouvement et non d'apaiser les craintes légitimes. Pierre-Guillaume Mercadel, éleveur venu manifester, nous décrit son ressenti quant à la lettre de Sébastien Lecornu. De l'écœurement parce que il a compris les problèmes du monde agricole, mais en même temps, tout le monde les a compris. C'est quand même pas très difficile à comprendre. Et il nous propose des grandes solutions qui n'en sont pas, puisqu'il n'y a rien de précis en fait. Il nous fait des annonces, des choses qu'il ne pourra pas appliquer, comme d'habitude avec la Macronie, quoi. Ils vont nous annoncer des trucs super, puis après ils nous diront non mais l'Europe a dit non, et puis voilà. De toute façon, il n'y a qu'à étudier le contrat du Mercosur pour voir que vraiment rien n'est prévu concrètement sur le volet des contrôles. Donc va rentrer absolument n'importe quoi de Sud-Amérique du Sud, des OGM, de la viande aux hormones, il y aura droit à tout. La France ne fait pas ce qu'elle veut, la France ne choisit pas ce qui passe ou non les frontières de l'Europe. Alors après, peut-être qu'on pourrait remettre en place des douaniers et avoir des contrôles aux frontières chez nous. Est-ce que l'Europe nous en donnera le droit? Je ne sais pas. Mais bon, on est tous conscients que la seule solution, c'est la sortie de l'Union européenne. Mais si à défaut d'en sortir, on avait un État qui fasse un vrai bras de fer pour mettre des contrôles aux frontières, ce serait déjà un véritable premier pas. À partir du moment où il annonce rien de concret là-dessus, c'est qu'il se moque de nous. Emmanuel Macron a voulu jouer la carte de la fermeté sur l'accord Mercosur. Je l'ai dit ce matin en arrivant, nous n'y sommes pas et le texte n'est pas acceptable. Et c'est ce qui a permis d'obtenir ce report. Un report pour lequel Emmanuel Macron se félicitait alors que la signature pourrait en réalité intervenir prochainement. La Commission européenne a mentionné lundi des progrès entre les États européens pour approuver l'accord commercial avec le Mercosur et espère le signer bientôt. La date du 12 janvier, fréquemment avancée, n'a pas été confirmée. Le secteur de l'élevage français est en danger et les clauses n'auront pas ou très peu d'effet. Les importations de viande bovine sud-américaine ne pourront ainsi pas dépasser 1,6% de la production des 27 pays membres. Au-delà des droits de plus de 40% continueront à s'appliquer. Des clauses de sauvegarde ont aussi été ajoutées permettant de réintroduire des droits de douane en cas de déstabilisation des marchés agricoles considérés comme sensibles, ce qui ne devrait pas dissiper les inquiétudes du secteur en France.
C'est extrêmement inquiétant parce que ça va continuer d'assassiner la souveraineté alimentaire de ce pays. Parce qu'aussi, il y a des jeux d'écriture, alors sans devenir trop technique, mais quand on nous parle de 100 000 tonnes équivalent carcasse, en fait, on parle de poids et c'est des jeux d'écriture et de calcul. Ils vont en fait pouvoir rentrer 6 fois plus de volume que ce que ça représente 100 000 tonnes d'équivalent carcasse. Et puis en plus, voilà, après, vu que de toute façon, il n'y a aucun contrôle, ils rentreront tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est une menace terrible pour toutes les exploitations, pour des filières entières. Et puis surtout, ça n'a pas de sens, parce qu'on produit bien assez de bovins en France, et du reste aussi, ce qu'il faut, c'est produire français et avoir une vraie stratégie autour de la souveraineté alimentaire. Autre point de discussion entre le gouvernement et les agriculteurs, la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Sébastien Lecornu signe et persiste dans sa stratégie consistant à abattre les cheptels prétendument touchés par la maladie, une tactique jugée hors sol par de nombreux professionnels du secteur. C'est totalement hors sol, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les chiffres, de toute façon, leur donnent tort. Déjà, c'est un échec total pour ce qui est de l'arrêt de la maladie. Ensuite, une maladie, on apprend à vivre avec, surtout quand la maladie, on a 70 ans de recul dessus et qu'on arrive à la soigner, ce qu'il faut quand même rappeler. Donc on peut soigner, mettre le vaccin à disposition de ceux qui veulent, même s'il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais que ceux qui veulent vaccinent et que les autres choisissent l'immunité naturelle et fassent ce qu'ils veulent. Ce qui permet en plus au consommateur derrière de choisir ce qu'il veut derrière. Et puis pour rappel, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, qui tue très peu de vaches. Et pour ça, on brise des cheptels, on brise des fermes, on brise des vies. Ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement aberrant. Là, ils ont fait un soi-disant tour de force en ramenant 400 000 vaccins. Alors pour vous donner une petite information sur ce qui se passe dans le sud, ils veulent déjà vacciner les vaches une deuxième fois avant les prochaines montées en estive. Mais en France, il y a 15 millions de bovins. Donc avec 400 000 doses, on n'ira pas loin. Et puis de toute façon, à titre personnel, je suis radicalement opposé à la vaccination obligatoire des vaches. Donc voilà, mais ça n'a ni queue ni tête. On est le seul pays d'Europe qui fait cette stratégie actuellement. Voilà, il n'y a qu'une chose à faire, c'est déclasser la maladie. Et ce que je vais dire est peut-être un peu technique, mais il y a une maladie qui existe en bovin en France depuis des décennies qui s'appelle la best-notiose bovine. C'est à peu près les mêmes symptômes, c'est la même mortalité et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc c'est quand même assez édifiant de voir les différences de traitement lunaire et hors sol que peut faire l'État français sur des mêmes maladies qui touchent les mêmes animaux. Et comme pour mieux poursuivre ce dialogue de sourds, l'État choisit de bloquer les manifestations. Les préfectures de région ont pris lundi des arrêtés interdisant jusqu'à jeudi minuit la circulation de tracteurs hors travaux agricoles sur les routes. L'idée est claire et même assumée, entraver la manifestation organisée jeudi dans la capitale à l'appel de la coordination rurale. On l'a très mal pris, on était très remontés tous face au fait qu'on nous empêche de monter de façon pacifique sur Paris, porter nos doléances auprès de l'Assemblée nationale et également du Sénat. Parce que nos parlementaires ont depuis 40 ans une responsabilité sur ce qui se passe sur l'état de la France agricole. On sera là d'une façon ou d'une autre, même si la moitié doit finir en garde à vue, simplement pour pouvoir monter de façon pacifique. Reste à savoir si les manifestations, qui devraient durer plusieurs jours, vont forcer les gouvernants à sortir de leur dossier et observer la réalité du terrain. Et nous poursuivons aux côtés de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref, en France. Condamnation en pagaille dans l'affaire Brigitte. Lundi, le procès pour cyberharcèlement de celle que d'aucuns nomment première dame en raison des finances de l'État dont elle jouit a donné lieu à plusieurs peines de prison, dont 6 mois ferme pour le prévenu qui n'était pas présent pour entendre le verdict. Les autres condamnations allaient jusqu'à 6 mois d'incarcération avec sursis. On reprochait aux accusés d'avoir déclaré sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron était transsexuelle, c'est-à-dire dans le cas présent, un homme devenu femme. Le tribunal reprochait également d'avoir accusé l'épouse du président de pédocriminalité, faisant référence à leur âge respectif au moment de leur rencontre, 39 ans pour Brigitte Macron et 14 ans pour son futur mari. Il quitte le navire. Claire Landais, haut fonctionnaire et conseiller d'État, quittera prochainement son poste de secrétaire général du gouvernement qu'elle occupe depuis juillet 2020. Ce poste stratégique, rattaché à Matignon, consiste à orchestrer les décisions gouvernementales. Elle réfute une démission et dit souhaiter servir l'État autrement, potentiellement en présidant le conseil d'administration de l'établissement public, du parc et de la grande halle de la Villette. Son départ prendra effet le 15 janvier. Son successeur n'est pas encore nommé, mais 2 profils de conseillers d'État circulent, Julien Boucher, ex-directeur de l'OFPRA, et Laurence Marion, directrice des affaires juridiques au ministère des Armées. Saluée pour avoir apaisé l'administration après une période turbulente, Claire Landais a succédé à Marc Guillaume sous Jean Castex. Son mandat a été marqué par l'instabilité politique avec 6 premiers ministres et les effets de la dissolution de l'Assemblée en 2024. À défaut de culture française, Emmanuel Macron sait-il qu'il y a un art de vivre français. Lundi, à l'occasion de la Galette des Rois à l'Élysée, le président a annoncé sa volonté d'inscrire les bistrots et cafés parisiens au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On n'est pas les uns contre les autres, c'est la même équipe. Et l'équipe de France, elle veut quoi? Que tout le monde
puisse vivre dignement de son travail. Nos agriculteurs, nos industries de l'agroalimentaire, tous les métiers de la table, l'ensemble de nos artisans. Et cette magnifique équipe de France qui a su se battre pour décrocher cette reconnaissance de l'UNESCO pour la baguette, eh bien c'est l'équipe de France qui a envie de se battre pour les cafés et bistrots de France et pour que les cafés et bistrots de France soient pleinement reconnus à l'UNESCO. Une demande faite par des professionnels du secteur depuis 2024. Il ne manquerait plus qu'Emmanuel Macron défende ce modèle face à l'essor des kebabs et fast-food, la France étant devenue le deuxième marché étranger du groupe McDonald's. Et passons à l'actualité internationale. Emmanuel Macron gesticule encore sur l'Ukraine. Ce mardi, la fictive coalition des volontaires se réunissait à Paris pour finaliser les apports de chacun sur les accords de paix. Une nouvelle rencontre sous le signe de la méthode Coué, où chacun va poser des conditions qui ne seront jamais honorées. Une voix silencieuse qui sera encore assourdie après les déclarations ineptes d'Emmanuel Macron sur la question du Venezuela. La réunion visait également, sans surprise, à savoir combien chaque pays remettait au pot pour l'Ukraine, et ce, malgré la connaissance des affaires de corruption monumentale dans le pays, aussi bien sur le plan financier que sur le détournement des armes fournies par les Occidentaux. Commerce international, l'oncle Sam tire aussi son épingle du jeu. Les États-Unis ont obtenu une exemption pour leur multinationale du taux minimal d'imposition de 15% prévu par l'accord international sur la taxation des grandes entreprises conclu en 2021 sous l'égide de l'OCDE avec près de 140 pays. Après des mois de négociations intenses, Washington a annoncé une victoire historique, lundi préservant la souveraineté américaine et protégeant des entreprises des, je cite, dérives extraterritoriales. Dès son retour au pouvoir, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord pour négocier cette dispense validée par le G7 fin juin. Selon le ministère des Finances américain, les multinationales basées aux États-Unis seront soumises uniquement aux impôts minimaux nationaux. L'OCDE a salué un compromis politique et technique majeur pour la stabilité du système fiscal international. En matière commerciale comme en matière d'intervention militaire, le droit international semble bel et bien se résumer à la loi du plus fort à la faveur de Washington. Un cessez-le-feu précaire entre le Cambodge et la Thaïlande, conclu le 27 décembre, après 3 semaines de combats meurtriers ayant fait 47 morts et déplacé près d'1 million de personnes. L'arrêt des combats a été perturbé ce mardi. Des tirs cambodgiens qualifiés d'accident par Phnom Penh ont blessé un soldat thaïlandais par des éclats d'obus de mortier près de Chongbok, à la frontière entre les deux pays, juste à côté du Laos. L'armée thaïlandaise a d'abord accusé une violation de la trêve avant que le Cambodge n'invoque une erreur opérationnelle lors de travaux d'entretien causant une explosion blessant 2 de ses soldats. Cet incident s'ajoute aux autres tensions comme des survols de drones khmer dénoncés par Bangkok. Les deux pays s'opposent sur leur frontière de 800 km tracée à l'époque indochinoise. Fin du jubilé 2025 à Rome. Ce mardi, le pape Léon XIV a refermé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, ouverte le 24 décembre 2024 par son prédécesseur, le pape François. Plus de 30 millions de pèlerins sont venus à Rome au cours de cette année sainte 2025 pour franchir la porte en référence à une parole d'évangile. Le jubilé est un événement exceptionnel dans l'Église. Le prochain aura lieu en 2033 pour les 2000 ans de la mort et de la résurrection du Christ. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Vous pouvez dès à présent retrouver Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Ils évoquent la capture de Nicolás Maduro et un possible coup de force au Groenland ou à Cuba. Le meilleur moyen pour l'Amérique de garder sa place, c'est de devenir un partenaire privilégié, voulu par les populations, parce que les populations, personne ne va vouloir être dans l'orbite de Pékin. D'ailleurs, même la Chine ne le veut pas elle-même. La Chine ne veut pas vassaliser l'Amérique latine, elle s'en fout. Elle veut, pour l'instant, c'est une puissance commerciale, la Chine, avant tout. Or, le plus simple, c'est de devenir un partenaire privilégié, mais un partenaire parmi d'autres de chaque grand pays, pour que ces pays trouvent toujours en vous un fournisseur ou un client fidèle. C'est les meilleurs moyens, c'est le meilleur moyen de se maintenir dans des pays qu'on a marqués par sa brutalité. On parle de l'Amérique latine, ce serait la même chose en Afrique. Or, si vous voulez, on doit jouer, on doit respecter maintenant, on doit partir de la souveraineté de ces peuples
pour rester leur partenaire. Et voilà, c'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.